Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des livres les plus marquants que j'ai lus en 2023 et d'une espèce un petit peu de top 10 de livres que j'ai vraiment adoré. On va pas nécessairement aller de 10 vers le 1, on va y aller vraiment en ordre chronologique comme l'année dernière. Je vais d'abord vous faire les mentions honorables et ensuite on va parler de mes livres les plus marquants. On va aussi parler d'abandon parce que bah ils m'ont marqué ces abandons. J'en ai eu 5 cette année et c'était des livres que j'attendais avec avec grande impatience et du coup je suis un petit peu déçue d'avoir dû les abandonner. Et aussi j'ai fait une petite bibliothèque de tout ce que j'ai lu cette année. Voilà, je la trouve trop mimes, je vais insérer des clips du processus pour la faire. Mais en gros j'ai acheté une mini bibliothèque et ensuite j'avais du papier adhésif sur lequel j'ai imprimé les couvertures. Je me sens extrêmement fière de cette mini bibliothèque, je tenais à vous la montrer. J'ai vu la trend passer sur Instagram puisque je ne suis pas sur TikTok, mais je crois que ça vient de TikTok comme beaucoup de choses et du coup j'avais envie de le faire moi aussi. Là c'est les 58 livres que j'ai lus en 2023. Donc voilà, là j'ai mis tout ce qui était un petit peu romance, tout ce que j'ai lu de romance, de romans LGBTQIA+ aussi. C'est un des développements de ma personnalité de lectrice depuis quelques années, c'est que je lis de moins en moins de YA et je lis... Les thématiques LGBTQIA+ me tiennent toujours à cœur et j'en lis toujours, mais plus sous la forme de romance YA parce que ça disparaît de plus en plus de ce que je lis. Je suis plus du tout le public ciblé et ça me plaît beaucoup moins. Et donc à la place je lis quand même pas mal de romances comme vous pouvez le constater, voilà. Ça c'est l'étagère des livres dont je vais vous parler aujourd'hui parce que c'est mes livres préférés de cette année. Même s'il y en a d'autres ailleurs, genre Happy Place et Ressac qui est juste ici. Là on a à peu près les essais féministes, tout ce que j'ai lu dans ce domaine. Et ensuite j'ai fait plutôt par couleur avec quand même ce qui m'avait le plus plu là. Et vraiment le bas c'est les livres qui m'ont le moins plu. Donc je me suis bien amusée à faire cette mini bibliothèque. En mention honorable, on a donc Femme et Fille d'Elisabeth Gaskell que j'ai lu en début d'année. C'était tellement un énorme pavé, je me suis sentie tellement fière et j'ai adoré aussi j'ai adoré. J'ai pas adoré puisque c'est pas dans mes tops, mais ça a été un livre marquant. Ça solidifie le fait que j'aime beaucoup la manière dont Elisabeth Gaskell approche ses personnages, donc je lirai plus de cette autrice qui du coup je la décrirais comme un mélange de Zola et Jane Austen. J'ai lu aussi We Have Always Been Here de Samra Hadid qui est un essai sur l'identité LGBTQIA+ de cette autrice et son identité aussi musulmane, sa relation entre son identité de genre, son identité sexuelle, son orientation sexuelle, la religion dans laquelle elle a grandi, ses pratiques religieuses, etc. C'était hyper intéressant, vraiment, je vous le recommande en fait. J'ai aussi mis Anne de Green Gables parce que je savais que ça allait être une super lecture. Ça n'a pas été un coup de cœur, notamment parce que je m'attendais au fait que ça allait être une super lecture. Donc j'étais là en mode, il me manque quelque chose pour que ce soit absolument extraordinaire. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé un roman graphique qui s'appelle Dans un rayon de soleil de Tilly Walden. Du coup en anglais On a Sunbeam, qui était sur une romance saphique et en même temps un space opéra, donc totalement ma cam. Ça devient de plus en plus ce que j'adore, puisque je me suis pas mal mise au space opéra, qu'est-ce que c'est que cet accent? Poussée par mon visionnage de la série The Expanse,
que j'ai absolument adoré. Et un autre essai féministe de Ovidie cette fois, La chair est triste hélas, qui m'a énormément marqué, auquel je repense assez souvent et que je pense relire dans les prochaines années. C'est sur sa grève du sexe et pourquoi elle ne veut plus faire de sexe avec les hommes notamment. Et ça parle de violence et tout ça. Donc il faut s'accrocher, il faut un petit peu s'accrocher. Mais le livre est vraiment top. Les 5 livres que j'ai abandonnés, je vais essayer de m'en souvenir. Le premier c'était Avant la fin de Liz Jensen, ça faisait hyper longtemps qu'il était dans ma pile à lire, je l'avais eu dans une box genre en 2016 ou 2017 et c'était vraiment pas pour moi. Les 30 premières pages, les personnages étaient hyper misogynes, enfin il y avait vraiment de la sexualisation de jeunes filles qui en plus étaient censées être vulnérables et tout. J'étais là, ah non je peux pas. Je peux pas. Donc je l'ai abandonné. J'ai abandonné aussi Walden ou La vie dans les bois de Henry David Thoreau parce que je ne peux pas. Je ne peux pas dépasser le fait que le style est... Ah, je n'accroche pas, je n'arrive pas à accrocher, je n'arrive pas à avancer. Je me suis dit, peut-être que dans 10 ans, je le lirai, mais alors c'est juste pas possible. J'ai aussi abandonné le livre de M de Peng Shepherd et là je suis trop déçue parce que Cornelius à l'époque en avait parlé de manière super éloquente et j'avais trop envie de le lire et vraiment j'ai lu les 50 premières pages et je butais, j'étais là en mode je n'en peux plus, c'est juste qu'en fait rien ne m'accrochait alors que pourtant j'adore les post-apo en théorie mais là ça en fait 2 dans l'année parce qu'avant la fin c'est censé être un post-apocalyptique. Là aussi je me suis dit mince mais est-ce que je suis en pleine crise de mon identité de lectrice, est-ce que j'aime toujours le post-apo, il va falloir que j'éclaircisse ça en 2024 parce que ça ne va plus. Et les 2 derniers, on a une lecture commune que je faisais avec une copine, Mathilde si tu passes par là. J'ai abandonné Quitter les monts d'automne de Émilie Carbalec au bout de 130 pages. C'était assez lent mais j'aurais tenu s'il n'y avait pas eu une scène complètement gratuite de mon point de vue d'agression sexuelle et de VIOL et en fait j'étais là en mode out of nowhere sans prévenir et j'en ai parlé avec Mathilde du coup qui elle a continué encore un petit peu le livre avant de finir par l'abandonner je crois. Elle est allée jusqu'à la page 250 et en fait voilà elle me disait qu'il y avait pas que ça valait pas le coup que je me force à le terminer parce qu'il y avait vraiment rien pour se raccrocher aux branches. Enfin c'est typiquement le livre concept sur le coup quand j'ai lu la 4ème de couverture je me suis dit mais oui mais pourquoi je l'ai toujours pas tenté et en fait en le lisant j'étais ouais non c'est les réflexions du personnage principal où vraiment on a l'impression que souvent on dit quand même show don't tell, genre montre-moi l'évolution de ton personnage, ne me dis pas ah j'ai évolué hein, ah regarde comme j'évolue hein. J'étais là en mode. Mon 5ème abandon c'est Legend and Lattes de Travis Baldree. Je l'ai commencé en audiobook, je suis arrivée à 30% et il n'y avait rien qui m'accrochait vraiment. Je pense que peut-être que je vais le retenter en 2024 pour voir parce que je sais qu'il va être dans pas mal de listes de livres préférés de 2023 et donc je pense que ça va me relancer, ça va me redonner envie. Mais vraiment là je me disais mais c'est sympathique mais sans plus et je l'ai lu en mars au moment où j'avais vraiment plein d'autres choses à faire, j'étais en burn-out complet etc. Donc en fait s'il y avait quelque chose qui m'accrochait pas j'allais pas continuer à mettre de l'énergie dedans, j'avais pas assez de petites cuillères à donner à ce genre de choses et donc j'étais en mode non bah c'est bon, c'est mort. Et sans plus attendre avec la Golden Hour qui nous nimbe etc, on se sent bien d'accord, on va parler que de super livres, tous les super livres que j'ai lus cette année. On va commencer par mon premier livre de l'année qui est donc Ressac de Digli qui a été un énorme coup de poing. Ressac c'est l'histoire de Digli, c'est une fiction autobiographique je dirais, c'est de l'autofiction potentiellement où en fait Digli va aller se ressourcer dans une sorte de monastère, une retraite, elle fait une retraite d'écriture mais à la fois aussi un peu juste retraite de vie dans le sens où elle a besoin de stopper quelque chose, elle a besoin de se retrouver, de se ressourcer. Vous pouvez avoir mon avis un petit peu plus détaillé dans ma vidéo où je vous annonce que je reviens du coup et que j'ai eu des passages pas très faciles cette année et donc vraiment il est tombé pile poil au bon moment, il m'a énormément parlé. Le deuxième livre, je crois qu'il m'a vraiment énormément marqué, que j'ai lu cette année, que j'ai écouté, c'est I'm Glad My Mom Died de Janet McCurdy. Il était dans beaucoup de listes de favoris de booktubeurs en 2022 et booktubeuses.
et c'est pour ça que je me suis dit vas-y je vais donner une chance. Je connais quasiment pas Jeanette McCurdy parce que je ne regardais pas Disney Channel, pas à cette époque en tout cas où il y avait iCarly et je ne regardais pas ça. C'est une autobiographie de Jeanette McCurdy qui donc jouait dans iCarly de son enfance jusqu'à maintenant. Et ça traite principalement, comme le titre l'indique un petit peu, de sa relation avec sa mère qui était extrêmement abusive et conflictuelle et toxique. Et waouh, c'est des... pareil, hein, trigger warning pour abus parental, agression sexuelle, tout ça, c'est vraiment, c'est dedans. Mais c'est aussi un énorme livre sur un chemin de vie assez incroyable et... ouais, j'y repense encore. Les deux livres qui sont aussi dans la vidéo sur mon comeback et sur le burn-out, etc. On a Happy Place de Emily Henry qui bien sûr se taille une place dans ce top parce que les émotions, c'est donc une romance entre deux jeunes gens qui vont faire croire à leurs amis qu'ils sont encore ensemble alors qu'ils ne le sont plus. Parce que c'est la dernière année où ils vont tous ensemble, ce groupe d'amis, à cet endroit, cette Happy Place, qui est une maison de vacances de la famille de l'un d'eux. Et en fait, la personne va vendre la maison de vacances, donc c'est la dernière fois qu'ils y sont, etc. Ils veulent pas faire de vagues, mais ça va être très compliqué évidemment de donner le change parce qu'ils ont rompu dans des circonstances hyper douloureuse et ils vont vraiment travailler sur cette relation. Mais un des aspects qui m'a le plus marqué, c'est évidemment ce personnage principal qui en fait se rend compte qu'elle s'est lancée dans une carrière et que maintenant elle est totalement malheureuse dedans, ça fait 10 ans qu'elle sacrifie tout pour devenir médecin. Et en fait elle se rend compte que elle veut pas devenir médecin et que ça lui plaît pas et qu'elle est malheureuse comme les pierres. Et c'est un petit peu la réalisation que j'ai eue aussi cette année avec le fait de devenir prof. En gros c'était vraiment ce qu'elle traversait. Je le traversais aussi au même moment. Au moment où j'ai lu ce livre je me suis sentie vraiment vue et validée et ça a été hyper important pour moi. Donc je le recommande à fond. Le soleil est vraiment en train de se coucher sur ma gueule là, c'est pas possible. Le dernier diptyque que j'avais mis dans cette fameuse vidéo, c'était les 2 premiers tomes de Histoire de moine et de robot de Becky Chambers, qui pareil m'a énormément parlé, que j'ai trouvé super beau, où on va suivre Frère Dex qui ne se sent plus à sa place en tant que moine de thé et qui donc va essayer de partir vers les étendues sauvages où les êtres humains n'ont plus accès. Et dans ces étendues sauvages, elle va faire la rencontre d'un robot et donc ça va être l'histoire de ce moine et de ce robot qui vont discuter, qui vont avancer ensemble, qui vont être extrêmement bienveillants dans leur conversation, dans leur approche de la vie, de cette grande question que le robot se pose, qui est de quoi est-ce que les êtres humains ont besoin, absolument. Et en fait il va se rendre compte que ça dépend, etc. Et ça va faire aussi écho à la quête de Frère Dex pour comprendre pourquoi Yael ne se sent pas à sa place en tant que moine de thé, qu'est-ce que Yael pourrait faire à la place. C'est vraiment très très chouette, c'est hyper court mais je vous le recommande, c'est incroyable. Voilà, vous m'avez pas attendu pour lire Becky Chambers et pour lire ce diptyque parce qu'il est vraiment hyper connu et à raison sur Booktube, mais vraiment si vous n'avez pas encore eu le temps de le faire, lisez-le tout simplement. Un autre livre que j'ai vraiment adoré qui est de la science-fiction, c'est Sea of Tranquility de Emily St. John Mandel. J'avais déjà adoré son livre Station 11 et là elle a vraiment écrit quelque chose de super mélancolique, poétique, extrêmement bien maîtrisé, qui est donc Sea of Tranquility, où on va suivre plusieurs personnages de 1912 à 2600 et quelques dans des endroits complètement différents et avec la thématique quand même du voyage dans le temps. Mais d'une manière, ce qu'elle fait Emily St. John Mandel, ça me fait beaucoup penser à Becky Chambers, c'est qu'elle nous fait de la science-fiction mais de manière hyper douce, hyper soft, très tranquille, très mélancolique, et donc on va pas avoir quelque chose de super impressionnant, mais c'est absolument magnifique et je vous le recommande à 200%. Un livre qui m'a énormément marqué cette année aussi, et il a fait couler pas mal d'encre et voilà, les gens ne sont pas nécessairement d'accord dessus, c'est Yellowface de R.F. Kuang, que j'adore absolument. J'ai adoré The Poppy War. Il faut encore que je lise Babel. Oui, vous avez bien entendu, je n'ai pas lu Babel cette année. Donc 2024 c'est l'année de Babel. Mais dans Yellowface on va suivre une autrice blanche américaine
qui n'est pas... qui est plutôt de classe moyenne basse, qui essaye de percer dans le monde de l'édition et qui est amie avec Athena Liu, est une autrice une autrice américaine d'origine chinoise et qui connaît très tôt et très jeune le succès littéraire. Et Yellowface, c'est l'histoire de premier chapitre, c'est Athéna et cette meuf dont je n'ai même plus le nom parce qu'elle est tellement insignifiante, qui en fait se voit pour fêter la sortie du livre d'Athéna, et Athéna a un accident, je crois qu'elle s'étouffe et elle meurt, si je me souviens bien. Et l'autrice, notre personnage principal absolument détestable, va décider de voler le manuscrit d'Athéna et de faire une Yellowface, de se faire passer pour une autrice... De base, je crois qu'elle veut pas se faire passer pour une autrice d'origine chinoise. Si, quand même, parce qu'elle choisit un nom de plume à consonance chinoise, etc. Enfin, elle joue sur cet aspect. Tu sais pas trop, elle dit qu'elle a des origines, etc. qui sont totalement fausses. Ça m'a vraiment mis mal à l'aise ce livre, et c'est le but. Effectivement, ça dit pas des choses que on ne sait déjà pas sur l'industrie du livre et de l'édition. Si on est un petit peu dans ce milieu depuis des années, on sait comment les carrières se font, se défont, on sait que les maisons d'édition peuvent de manière totalement genuine, honnête, authentique ou pas, avoir envie de donner de la place à des voix, à des on voices. Voilà, ça parle de ça aussi. Ça parle de comment dire, de PR et de comment tu peux essayer de rattraper, etc. en faisant des statements et tout. Enfin bref, c'est vraiment la grosse machine de l'édition qui est un peu mise à nu. Et c'est aussi une critique évidemment du racisme qu'il y a dans ce milieu, et on est vraiment plongé dans l'esprit de cette femme qui est vraiment une ouin-ouin quoi, une ouin-ouin qui est là en mode non mais la vie elle est injuste, pourquoi on donne tout à Athéna alors que moi je suis incroyable et que j'écris des trucs trop méta et trop incroyables. T'es là en mode bah pas tant que ça en fait apparemment. Et des fois on est complètement emporté dans son point de vue et on a vraiment l'impression que quelqu'un la menace en fait, et que toutes ces lectrices qui sont là, vous avez volé le travail de quelqu'un d'autre, qu'elles sont dans le faux et tout, enfin... C'est hyper intéressant, c'est vraiment un procédé qui fait que le livre est malaisant mais que pour moi il est réussi. La découverte de cette année quand même, c'est la romance historique. J'adore les romances historiques qui se passent majoritairement au temps de la Régence. Vous-même vous savez, un petit peu vibe Bridgerton / Jane Austen. Voilà. Et un des livres que j'ai adoré, qui était d'une autrice que je connaissais déjà et que j'aimais déjà, c'est The Belle of Belgrave Square de Mimi Matthews, où une jeune femme, pour échapper à la domination de ses parents qui sont vraiment hyper abusifs et maltraitants, sans que ce soit quelque chose de donné, voilà, quelque chose que la société pourrait condamner de manière ouverte. En fait c'est vraiment de l'abus psychologique, etc. Et en fait pour échapper à ça, elle va se marier, elle va accepter la proposition de mariage d'un capitaine je crois, soit de l'armée soit de la marine anglaise, qui en fait qui se traîne une sale réputation et qui a besoin de se marier pour se séparer de cette réputation un petit peu, pour essayer de la regalvaniser, quelque chose comme ça, notamment parce que apparemment avant de partir pour l'armée, il aurait fait des enfants à une pauvre femme qui maintenant est décédée, et ils étaient dans une workhouse, et en revenant de la guerre il est allé les rechercher, et donc c'est pas ses enfants légitimes mais il faut composer avec ça. Et c'était vraiment une romance et des relations familiales qui étaient hyper bien traitées, qui étaient très très chouettes, et ça nous a fait une relation hyper complexe, hyper touchante. Et ouais, c'est juste un type de romance que j'affectionne particulièrement, et je voulais mettre celui-ci en avant pour cette catégorie. On a évidemment le portrait de mariage de Maggie O'Farrell, qui est potentiellement le gros coup de cœur de cette année, que j'ai lu pour... Vraiment, que j'ai lu pour le Pumpkin Autumn Challenge en septembre, parce que je suis allée à la soirée coup de cœur des libraires de la librairie La Nuit des Temps à Rennes, et donc une des libraires conseillait absolument le portrait de mariage. C'était un de ses coups de cœur de la rentrée littéraire.
pas du tout déçue, j'avais jamais lu quoi que ce soit de Maggie O'Farrell, je pense que évidemment je vais me pencher sur ce qu'elle va écrire à l'avenir et ce qu'elle a déjà écrit, mais on est sur Lucrèce de Médicis. On part de sa conception jusqu'à son décès potentiel puisque historiquement elle est morte à ses 16 ans. Ça faisait un an qu'elle était mariée au duc de Ferrare et elle est morte dans des circonstances vraiment très étranges. Les poètes anglais de la fin du 19e siècle se sont un petit peu emparés de ce mythe pour faire des poèmes, etc. C'est ce qui a donné l'idée à Maggie O'Farrell de se plonger dans l'histoire de Lucrèce et d'en faire un personnage absolument hyper attachant, hyper vivant, totalement tangible et trop bien. Trop bien. En fait j'avais envie de faire cette vidéo bien avant, déjà mi-décembre. Je me disais bon c'est assez solidifié là ce que j'ai aimé cette année, je pense pas que ce que je vais lire ou ce que je vais finir comme livre va changer quoi que ce soit à ce top, j'en ai que 9, c'est pas très grave, etc. Et en fait j'ai bien fait d'attendre jusqu'au dernier moment parce que 30 décembre, boum coup de cœur, lecture qui je sais sera une lecture ultra marquante de cette année, c'est The Last Tale of the Flower Bride de Roshani Chokshi. Et oui, c'était incroyable. Voilà. C'est super poétique, c'est hyper lyrique, onirique, tout ce que vous voulez. C'est vraiment très étrange aussi, il faut pas se leurrer. Les 70-80 premières pages, bon, d'accord, une sorte un petit peu de conte gothique, on est sur quelque chose de très travaillé, hein. Une langue que j'aime beaucoup déjà, ça c'est cool. Et en fait, du coup il me restait 200 pages et on était le 29 décembre et je me suis dit, quand même j'aimerais bien le finir avant la fin de l'année, allez je me mets un petit coup de... Voilà, un petit coup pour y retourner, parce que ça faisait déjà 2-3 semaines que j'y avais pas touché, que j'étais en mode oui peut-être, on verra. Et vraiment incroyable, la double narration, très chouette, qui nous embarque jusqu'au bout, des retournements de situation que je n'avais pas vu venir, des relations, notamment une relation que moi je qualifie de saphique, très intéressante, qui fait écho à des relations que j'ai pu avoir dans mon adolescence. Vous savez quand on est à cet âge là, 15-16 ans où on se construit, on est en train de se construire mais par rapport aux autres aussi, et quand on a des amitiés aussi fusionnelles où on sait pas où commence, où finit l'amitié, est-ce qu'il y a de l'amour dedans, est-ce qu'il y a de la jalousie, est-ce qu'il y a de la possessivité, enfin, et une écriture absolument magnifique. Je n'avais jamais lu Roshani Chokshi et je suis là en mode je lirai maintenant cette autrice, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire. Et effectivement une sorte de un petit peu de réécriture de contes de fées assez gothique, assez sombre, que j'ai énormément aimé. Et voilà, dernier coup de cœur de l'année, j'ai bien fait d'attendre. C'est tout pour cette vidéo, pour cette énorme vidéo qui retrace mon année 2023 en lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez envie de lire certains de ces livres, quel est votre coup de cœur de l'année 2023. Ce serait potentiellement le sujet d'une vidéo. Je lis enfin les coups de cœur des auditorices, des personnes avec qui je discute assez régulièrement, qui me regardent, voilà, enfin comment vous voulez vous définir, on va dire. Et ce serait aussi super cool de se lancer peut-être potentiellement ce petit challenge. Et en attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et ciao.